Pour ce matin, ce qui nous intéresse, ce sont donc tout simplement ces artistes contemporains. Koons, donc Jeff Koons, Anish Kapoor et Olafur Eliasson. Olafur Eliasson à Versailles. Alors pourquoi ces artistes-là? Tout simplement, bon, je vous raconte un peu ma vie, mais c'est mon compagnon qui m'a dit tiens, si tu faisais quelque chose sur Koons et Kapoor, et puis pourquoi pas au château de Versailles. Alors le propos de la présentation, pardon, ici, c'est pas de vous parler du château de Versailles, c'est de parler de ces expositions qui ont eu lieu donc dans le cadre du château de Versailles, puisque depuis 2008, le domaine de Versailles ouvre ses portes à l'art contemporain. Alors, c'est une démarche qui a pu susciter un certain nombre de réactions positives ou négatives, mais l'idée des organisateurs de ces manifestations, c'est de rendre le château finalement à notre époque et non pas à son époque. Ils partent en fait d'un principe qui est très très simple, c'est qu'au XVIIe siècle, lorsque le château est construit, décoré pour Louis XIV, il s'agit du lieu le plus contemporain et du lieu d'expression de l'art contemporain du XVIIe siècle, puisque tout est absolument nouveau et tout va servir de modèle. Donc là, il s'agit en fait de proposer à des artistes contemporains vivants majeurs d'investir les lieux. Ils l'ont fait de différentes manières, on va voir ça. Alors j'ai choisi Jeff Koons en premier lieu, que vous voyez ici, parce que c'est le premier à avoir bénéficié de cette exposition au château de Versailles. Jeff Koons est né aux États-Unis, alors j'ai mis New York, excusez-moi, j'ai oublié de corriger, pas du tout, c'est à York, en Pennsylvanie qu'il est né. En 1955, et son exposition donc au château de Versailles a été présentée en 2008. Ici, la photo que vous voyez correspond à la photo qui a été prise, voilà, à la photo qui a été prise. Ce matin, j'ai des petits problèmes avec mes curseurs, donc je n'arrive pas à obtenir mon marqueur, mais enfin, tant pis. Donc, vous voyez ici une photographie qui le présente derrière le Petit Palais à Paris l'année dernière, lorsqu'il a offert ce bouquet de tulipes à la ville de Paris. C'est un bouquet qui rend hommage aux victimes des attentats du Bataclan et du 13 novembre 2015, en tous les cas. Pour ce qui concerne l'exposition qui lui était consacrée au château de Versailles, c'est une exposition qui était un peu particulière parce que tout simplement, il n'a pas investi les lieux avec de nouvelles œuvres. C'est-à-dire qu'il a installé ses œuvres dans les salons qu'il a choisis. Et cette première exposition était uniquement en intérieur et prenait place uniquement dans les grands appartements du roi et de la reine. Donc son travail à lui, en 2008, a été de choisir le lieu dans lequel il voulait exposer telle ou telle de ses œuvres. Je vous précise par ailleurs qu'en 2008, au moment où l'exposition s'est tenue, Koons n'avait fait l'objet d'aucune rétrospective, puisque la grande rétrospective qui a eu lieu au Centre Pompidou, peut-être en avez-vous entendu parler, a eu lieu en automne-hiver 2014-2015. Donc ici, dans le salon d'Hercule, lorsqu'on entrait dans le grand appartement du roi, eh bien, on se trouvait face à face à ce Balloon Dog, qui est l'une des œuvres emblématiques de Jeff Koons, qui a été produite, vous le voyez, entre 1994 et 2006. Alors, on peut se dire que ça demande beaucoup de travail. Oui, en fait, il a travaillé en vérité pendant 6 ans. Donc entre 1994 et 2000, pour réussir à produire l'œuvre telle qu'il la souhaitait. En revanche, entre 2000 et 2006, en fait, ce sont plusieurs éditions, puisqu'il existe en 5 couleurs, ce Balloon Dog, et ici, celui que vous voyez, c'est le magenta. Simplement, à titre d'exemple, c'est le Balloon Dog orange qui avait fait de Jeff Koons l'artiste vivant le plus cher
du monde, puisqu'en 2013, son Balloon Dog orange avait été acheté aux enchères pour la modique somme de 58,4 millions de dollars. Il était donc devenu l'artiste vivant le plus cher du monde. Quoi qu'il en soit, pourquoi est-ce que ça lui a demandé aussi longtemps de réussir à produire cette œuvre? Parce que, vous le voyez, vous avez tous les codes du ballon de baudruche, en fait, hein, tout simplement, ballon de foire que l'on va faire de ses mains. On a toutes les torsions. Si vous regardez au niveau du nez, je suis vraiment désolée, je n'arrive pas à avoir mon curseur ce matin, c'est terrible, mais enfin, on le voit assez. Vous voyez qu'au niveau du nez du chien, vous avez vraiment une torsion comme si on avait affaire à un ballon en plastique. En réalité, il s'agit d'une sculpture qui est en acier inoxydable chromé avec un revêtement de couleur transparent. Donc, toute la difficulté, c'est de réussir à donner l'impression de ce ballon de baudruche dans une sculpture, en une sculpture extrêmement lourde et en acier. Elle est même tellement lourde que pour pouvoir l'exposer, en fait, il a fallu renforcer le sol de la... voilà, j'ai peut-être récupéré mon curseur. Non, toujours pas. Bon, écoutez. Il a fallu renforcer le sol du salon d'Hercule. Alors, je vous précise qu'il pèse quand même 1 tonne, d'où la nécessité de renforcer le sol, et qu'il mesure 3 mètres de haut. Donc, le voici ici, suivant un point de vue. Un second, vous voyez qu'ici, il fait face au tableau de Véronèse, hein, qui est le souper chez Simon, que vous voyez dans le salon d'Hercule habituellement. Donc, la première entrée, finalement, la première confrontation avec l'œuvre de Jeff Koons au château de Versailles, c'était ce gros chien, en tout cas à l'intérieur, puisque c'est l'une de ses œuvres phares qui fait partie de la série Célébration, qu'il avait développée à partir de 1994 précisément, parce que après son divorce, il ne voyait plus son fils quotidiennement, et donc il a créé cette série, puisqu'il travaille par série, dans laquelle on va trouver l'œuvre suivante aussi, et qui est en fait une réinterprétation des objets de la fête, de l'anniversaire, d'où le thème de la célébration. Avançons dans le salon de l'abondance avec ce rabbit qui date de 1986, qui lui est un petit peu antérieur pour le coup, mais qui appartient vraiment à cette vogue de célébration. Avec Rabbit, ce que l'on découvre, c'est véritablement ce que Jeff Koons veut mettre en œuvre à travers ces objets-là, c'est-à-dire à travers le déplacement d'un objet du quotidien, de la consommation américaine en une œuvre d'art. En fait, il transforme l'objet en transformant le matériau et en donnant à voir quelque chose de pérenne dans un objet éphémère de grande consommation américaine. Alors certains pensent que du coup Jeff Koons se moque un peu du monde parce qu'il vend pour des millions de dollars des objets qui sont extrêmement simples. Oui, mais il y a aussi en fait une grande forme d'ironie dans son travail et une grande forme de critique de la société de surconsommation américaine. Alors, ce rabbit, il l'a choisi à cet emplacement-là, qui est le Salon de l'Abondance, parce que le Salon de l'Abondance était tout simplement la porte d'entrée. Vous voyez derrière le lapin qu'il y a une porte. C'était l'antichambre qui permettait, sous le règne de Louis XIV, d'accéder à son cabinet de curiosités, donc à sa collection d'œuvres les plus rares et les plus précieuses. À titre d'exemple, il y avait à proximité de cette entrée la Joconde qui était conservée à cet endroit-là. Donc, il s'amuse beaucoup de ceci, tout simplement. Une précision, voici une autre représentation de cette présentation. Vous voyez qu'il joue toujours sur le polissage du métal. Donc là aussi, c'est de l'acier de chromé inoxydable. Mais il joue sur comment dire, la surface polie comme miroir. Donc, il joue de cela. Ce n'était pas tout à fait perceptible parce qu'il était ce rabbit sous cloche, sous une vitrine, mais enfin, il y a vraiment cette idée-là. Alors, je viens de vous dire que précédemment,
Le Balloon Dog orange avait été vendu en 2013 pour 58 millions de dollars. Très récemment, en l'occurrence le 15 mai 2019, une édition du Rabbit, parce qu'il en existe 3 éditions, a été vendue aux enchères pour 91 millions de dollars. Donc à l'heure actuelle, Jeff Koons est à nouveau l'artiste vivant le plus cher du monde. Et là, comble d'ironie, quelques mois avant l'exposition au château de Versailles, finalement, ce Rabbit, qui est à l'origine, encore une fois, un ballon de baudruche, qui est un sarcasme de la part de Jeff Koons par rapport à ces objets-là, eh bien, a été développé cette fois-ci à nouveau en énorme ballon gonflable pour défiler dans le défilé, la parade en fait de Thanksgiving à New York. Et donc, il avait bouclé la boucle de son ironie en faisant d'un objet gonflable un objet en métal dur, pérenne, extrêmement cher, pour le transformer à nouveau en ballon de baudruche éphémère qui devait défiler comme ceci face à la foule new-yorkaise. Donc, il y a toujours cette connotation-là qui est très importante chez lui. Pour ce qui concerne l'exposition à Versailles, qui dit Versailles dit roi. D'ailleurs, vous le voyez derrière la vitrine, vous voyez une représentation de Louis XIV. Nous sommes dans le salon de Vénus. Et vous voyez que, eh bien, il a représenté tout simplement, il a placé là une œuvre en porcelaine, grandeur nature, qui représente Michael Jackson et son singe Bubbles, qui sont en fait tirés d'une photographie de presse que Koons a réadaptée pour lui donner tous les codes, là pour le coup presque du roi. On a affaire au roi de la pop dans le château du roi Soleil. Le roi de la pop étant entièrement doré, ce qui permet tout simplement à Jeff Koons de montrer sa fascination pour les autotransformations de Michael Jackson et pour tout simplement la fascination malsaine de la presse américaine pour cet artiste. Donc il y a vraiment cette idée-là. Vous constaterez que les corps du singe et de Michael Jackson sont parallèles. Donc il fait vraiment un lien très proche. Regardez d'ailleurs les yeux, les lèvres de Bubbles qui sont exactement les mêmes que ceux de Michael Jackson. Donc il montre ce mimétisme et d'une certaine manière, il valorise évidemment Michael Jackson, mais il critique aussi cette espèce de prédation de la part de la presse américaine. En 1988, là, Michael Jackson est une superstar internationale avec la vente de l'album Bad, et c'est ça qu'il représente. Et il a commencé ses transformations physiques depuis quelque temps déjà. D'un roi de la pop à un autre roi, eh bien, il s'agissait quand même de montrer Louis XIV dans ses appartements. Et vous voyez qu'en 1986, Jeff Koons avait déjà interprété un portrait de Louis XIV, mais en aluminium. Jeff Koons à Versailles, je sais que ça a choqué, je sais que certaines personnes étaient désarçonnées de voir ces œuvres-là et je ne vous les montre pas toutes, mais il faut savoir qu'il a une fascination pour le baroque véritablement. Et donc finalement ça correspond puisque représenter ainsi Louis XIV dans ses appartements, ça correspond à sa recherche et à son goût. Il a aussi un goût pour le kitsch, très largement prononcé. Ça, il faut bien sûr le souligner. Ce que je ne vous ai pas montré, par exemple, c'est dans le salon précédent, donc le salon de mars, il avait suspendu un homard, donc l'œuvre s'appelle Lobster, encore une fois, qui donne l'impression d'être une œuvre en plastique gonflable et en fait c'est aussi de l'aluminium. Et donc ici on arrive sur l'aluminium mais cette fois-ci traité de manière plus noble, un peu à la façon d'un marbre. Et justement, dans le salon d'Apollon, qui, je le rappelle, est la salle du trône dans les grands appartements. Donc, en fait, le buste que vous voyez là est placé précisément à l'emplacement où se trouvait le trône du roi, Louis XIV. Eh bien, il a placé son autoportrait. Après tout, pourquoi pas. Autoportrait qui fait partie d'une série très particulière. Vous le voyez ici en gros plan. Vous voyez qu'il a une position du cou allongé comme ceci, les yeux clos. Il y a quelque chose d'extrêmement sexuel pour le coup dans cette œuvre. C'est volontaire puisqu'elle fait partie d'une série qui s'appelait Made in Heaven,
qu'il avait réalisé avec son épouse en 1991. Or, précisément, son épouse lui avait offert, et cette série lui ont offert une très grande notoriété, puisqu'il a épousé la Cicciolina. Vous vous souvenez de cette actrice de films pornographiques italienne. Donc, ils ont ensemble créé cette série d'œuvres sculptées, photographiques, vidéos, qui les mettaient en scène, parfois de manière extrêmement explicite dans des ébats qui, et c'était de là qu'était né surtout le scandale, donnaient l'impression de ne pas être factices. Et en l'occurrence, ils n'étaient pas factices. Donc, il a créé ceci, et là, il se met en situation par rapport à Louis XIV, tout simplement, dans cette salle. J'avance un peu et nous allons nous retrouver dans la Galerie des Glaces où il joue toujours sur l'idée de miroir, puisqu'on retrouve l'idée d'un miroir gonflable en baudruche qui est encore une fois en acier inoxydable. Donc c'est toujours le même principe, c'est toujours la série Célébration, mais ici ça permet d'apprécier la Galerie des Glaces d'une autre façon. Voici ce que cela donnait quand elle était vide. Et voilà, avec un peu de monde, l'image est assez pixelisée, mais c'était simplement pour vous montrer ce que cela donnait. Il s'agit aussi de rendre le spectateur un peu acteur, finalement, de son déplacement et de sa visite. Dans la chambre de la reine, une œuvre qui pouvait passer tout à fait inaperçue, vous le voyez, parce qu'en vérité, elle se noyé tout à fait dans la décoration de la tapisserie d'origine. C'est une œuvre qui cette fois est en bois polychrome et ce bouquet de fleurs, ce grand vase de fleurs renvoie pour Kunz, pardonnez-moi, à la reine, évidemment, c'est un hommage à la reine, mais c'est aussi un hommage à la maternité, puisque c'est dans la chambre de la reine que sont nés 17 enfants de France, puisque les accouchements royaux se passaient devant public et dans la chambre de la reine. Enfin, toujours du côté de la reine, dans l'escalier de la reine, ce grand cœur fait toujours sur le même principe, qui existe en plusieurs éditions. C'est pour cette raison que vous voyez toujours les couleurs qui sont utilisées, rouge et or. Il existe en magenta, etc., etc. Et en sortant, dans le parterre de l'orangerie, eh bien, on trouvait cette immense sculpture, vraiment gigantesque, qui était composée de 100 000 fleurs, qui s'appelle Split Rocker, qui reprend un motif qu'il avait déjà fait, mais sous une autre forme, où on avait l'impression que c'était du plastique, mais encore une fois, c'est du métal travaillé sous la forme de plastique. Ça appartient encore à la série Célébration, et l'idée, c'est d'avoir en fait des chevaux à bascule sous forme de dinosaures à droite, et véritablement de petits poneys en fait, à gauche. Donc à gauche quand on est dans le sens de la sculpture et à droite inversement. Voilà à quoi ressemble la structure en dessous. Vous voyez, c'est une grande structure métallique sur laquelle on a planté en fait les fleurs. Voilà pour ce qui concerne Jeff Koons, qui avait fait couler beaucoup d'encre puisque c'était la première fois qu'il y avait une exposition d'art contemporain à Versailles et que beaucoup avaient trouvé cela assez perturbant. Ceci étant, si on se met à la place de quelqu'un qui vient pour une seule fois en France et qui vient voir le château de Versailles, on peut comprendre qu'il soit un peu perturbant de trouver un grand ballon, un chien en ballon dans les salons du XVIIe siècle. Changeons d'artiste avec une exposition qui a eu lieu il y a 5 ans maintenant, qui est de Anish Kapoor, qui est né à Bombay, vous le voyez, en 1954. C'est un artiste qui est indien, mais qui est en fait indo-britannique, puisqu'il s'est installé à Londres. Il a la nationalité d'ailleurs britannique et il travaille au sud de Londres. Son exposition en 2015 était essentiellement en extérieur avec simplement un dispositif dans la salle du jeu de paume dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui. Nous, on va se concentrer sur son grand axe qui correspondait à la grande perspective entre la façade du château et le Grand Canal. Donc ici, vous voyez la première de ses œuvres qui s'intitule Sea Curve, qui date de 2007. Donc ce n'est pas une œuvre qui a été créée pour le château, mais l'installation a été faite, choisie méticuleusement pour correspondre à ce qu'il voulait représenter.
Donc, Anish Kapoor, en fait, travaille toujours sur le questionnement des échelles et le renvoi de l'image déformée de l'objet. D'ailleurs, d'ici, vous le voyez que la forme convexe renvoie à une image du parterre d'eau, des miroirs d'eau qui est totalement inversée. Nécessairement, cette image va changer quand il va y avoir des spectateurs qui vont s'approcher de l'œuvre, puisqu'ils vont être réfléchis à l'envers. Donc, il s'agit de questionner l'échelle, questionner l'environnement, questionner le spectateur. Le spectateur fait partie intégrante de l'œuvre parce que c'est son action, le fait qu'il s'approche de l'œuvre, qu'il soit réfléchi dans l'œuvre, qui va donner un sens à l'œuvre. En dehors de cela, l'œuvre n'a de sens que par rapport à son environnement, ce qui reste un sens, hein, évidemment. Mais enfin, il pose toujours cette échelle-là. Par ailleurs, vous remarquerez que ces surfaces sont très, très, très polies, ce qui lui permet d'avoir un aspect presque liquide qui va donner un autre aspect, finalement, à l'environnement qui est réfléchi. Pour ce C-curve, on a le côté que vous voyez ici qui est convexe, et puis de l'autre côté, alors ça c'est le même mais avec, vous le voyez, des spectateurs, et puis de l'autre côté, réfléchissant la façade mais la déformant, une surface concave. Donc traiter des surfaces réfléchissantes convexes en histoire de l'art et dans l'art contemporain, c'est assez courant. Kunz le fait aussi. En revanche, utiliser des surfaces concaves, c'est plus rare. Et ça, Kunz, c'est un jeu qu'il aime, Kapoor, excusez-moi, c'est un jeu qu'il aime beaucoup, beaucoup mettre en œuvre. Donc, il s'agissait vraiment de tourner, de s'approprier l'œuvre et par là même de s'approprier en fait la façade du château qui, vous le voyez, est totalement déformée par son travail. Donc, c'est vraiment l'idée de l'expérience physique du spectateur qui fait l'œuvre. Toujours dans le même axe. Lorsqu'on traversait le miroir d'eau, il y avait juste au-dessus du grand degré du roi qui mène au bassin de la Tonne, ce Sky Mirror qui date de 2009 et qui avait été présenté pour la première fois en 2006, donc ce n'est pas le même, hein, c'est pas la même échelle, c'était un plus petit, au Rockefeller Center à New York. L'idée pour lui, c'est de travailler des objets vides, en fait il appelle ça des objets vides, voire des non-objets. Non-objets. En fait, son idée, c'est que l'objet en lui-même n'apporte rien, ou plutôt n'existe pas. Il n'existe que parce qu'il réfléchit son environnement. Et là, en l'occurrence, vous le voyez, du côté convexe, il capte totalement le ciel, les nuages, le soleil, et c'est ainsi qu'il va être une réponse aux bassins que vous voyez de part et d'autre de cette image, qui sont les miroirs d'eau. Puisque même si l'œuvre n'a pas été créée pour le château de Versailles, elle s'adapte parfaitement au travail de Le Nôtre, étant donné que l'eau à Versailles sert à réfléchir le ciel, à apporter une profondeur, à apporter des jeux. Ici, vous le voyez, c'est comme si ce Sky Mirror captait tout à fait le ciel et les couleurs changeantes du ciel. On va le retrouver aussi de l'autre côté, mais cette fois-ci, puisqu'on utilise la surface concave, on va réfléchir non plus le ciel, mais la perspective des jardins de Le Nôtre, avec la grande perspective que vous voyez, sauf que le traitement du miroir ainsi que sa concavité font que ce qui est extrêmement rectiligne, très ordonné, devient en quelque sorte mou et comme liquide. Donc, il joue encore une fois sur la perception que l'on peut avoir du travail de Le Nôtre. Il s'agit vraiment de s'adapter et de se placer dans ce concept-là. Je vous précise d'ailleurs que pour lui, il s'agit de refléter le ciel, hein, ni plus ni moins. Enfin, dans cette perspective, nous arrivons à l'œuvre qui avait fait couler beaucoup d'encre lors de cette exposition qui s'intitule Dirty Corner et qui n'avait pas été créée pour Versailles. Elle avait été présentée, cette œuvre, en 2011 à Milan, que je ne vous dise pas de bêtises, c'est ça. Elle a été exposée à Milan. Simplement, à Milan, le dispositif était différent parce que les spectateurs pouvaient entrer
dans l'œuvre et ils étaient confrontés à cette obscurité assez anxiogène puisque, on ne le voit pas ici, je vous montre tout de suite sur la photo suivante. En fait, le dispositif n'inclut pas que cette espèce de corne d'abondance en métal qu'il a rouillé volontairement. Il y a en vérité 500 tonnes de pierre, 1000 tonnes de terre qui est issue de la production agricole. Le tout fait environ 10 mètres de haut sur 60 mètres de large. Donc, lorsque les spectateurs à Milan entraient dans cette œuvre, eh bien, ils étaient progressivement ensevelis sous la terre. Donc, il y avait vraiment une appréhension, une compréhension de l'œuvre qui était différente. Dans le dispositif, ici à Versailles, il s'agissait pour lui de créer un coup comme un lieu où la perspective mise en place par le nôtre disparaissait. Il s'agissait pour lui, en fait, d'apporter un côté sombre à Versailles. C'est ça qu'il a voulu mettre en œuvre, même si, dans certaines œuvres de Capour, et c'est le cas ici aussi, il peut y avoir évidemment un caractère sexuel, puisque certains ils voyaient en fait un vagin. Je vous précise que lui n'a jamais parlé de vagin et que c'est quelqu'un qui a parlé du vagin de la reine, ce qui évidemment n'avait jamais été mentionné à Milan, étant donné que c'était un autre cadre, et que c'est lui qui du coup a repris le terme qui avait été utilisé et calqué sur cette œuvre. Mais l'œuvre s'intitule Dirty Corner, c'est-à-dire le coin souillé. C'est l'idée que dans la maison du roi Soleil, dans les jardins du roi Soleil, dont toute la perspective et toute la construction est fondée justement sur la course du soleil, eh bien, il peut y avoir du sombre, il peut y avoir quelque chose de caché. C'est la face cachée qu'il veut rendre apparente. C'est ça qu'il a voulu montrer. Or, avant même le début de l'exposition, puisque quelqu'un avait intitulé ça « Le vagin de la reine », ça a causé un émoi terrible. Et c'est pour cette raison qu'il y a eu à plusieurs reprises des dégradations de l'œuvre de Capour, celle-ci étant la dernière. Et vous le voyez sur la deuxième pierre sur laquelle il est inscrit « Sacrifice sanglant », il y a quand même des symboles qui sont fort charmants. Ce qui est moins visible, c'est que dans la corne d'abondance, il est précisé qu'on parle d'un second viol de la nation française par les groupuscules juifs, je ne sais quoi. Alors d'abord, moi, je m'étais posé la question en me disant, mais enfin, qu'est-ce qu'on vient parler de juifs et être antisémite envers un artiste indo-britannique? En réalité, la personne ou les personnes se sont documentées puisque Anish Kapoor est effectivement juif. Sa mère est israélienne, juive israélienne. Moi, je ne le savais pas. Peut-être parce que ça ne m'intéresse pas tellement dans l'œuvre d'un artiste, si ça n'a pas de sens. Mais quoi qu'il en soit, lors de cette dernière dégradation, qui était la troisième, Anish Kapoor avait demandé en fait de conserver les dégradations parce qu'il estimait que ça faisait partie de l'histoire de l'œuvre. Et il n'avait pas porté plainte. Or, en France, il est interdit d'avoir ce type d'inscription à caractère antisémite. Et donc, il a été obligé de... En fait, on a nettoyé de force l'œuvre, ce qui lui avait beaucoup déplu. Et ce qui lui a encore plus déplu, c'est qu'en fait, il y a eu une instruction qui a été ouverte en raison de ces dégradations, puisque c'est un acte antisémite et d'appel à la haine raciale. Et c'est un appel au meurtre, hein, sacrifice sanglant. Donc, en fait, il y a eu une instruction, je ne pense pas qu'elle ait abouti à quoi que ce soit. Enfin, j'avoue que je ne me suis pas documentée plus avant, mais Kapoor aurait aimé conserver, en fait, ceci comme faisant partie intégrante de son œuvre. Quoi qu'il en soit, je laisse chacun juge de cette œuvre. Et voici la perspective de l'arrière. Et enfin, la dernière œuvre qu'il ait réalisée dans cette perspective, qui s'appelait Dissension, celle-ci a été créée pour le château, ou plutôt, ce n'est pas la première fois qu'il le fait, mais il a été obligé de mettre en place le dispositif spécifiquement dans le château. Alors en fait, c'est un vortex, et l'idée ici, c'est de sculpter le vide. Là, pour le coup, c'est un bassin qui est animé d'un très puissant tourbillon et il semble s'enfoncer dans les entrailles de la Terre. Ce que je n'ai pas pu vous rendre là, évidemment, en image, c'est que lorsqu'on s'approchait de cette œuvre, on sentait le sol vibrer. Donc, on entendait un bruit
très sourd et on sentait les vibrations avant même de voir l'œuvre. Donc, c'était très, très, très imposant. Alors là, vous voyez une photo dans laquelle il n'y a pas de mise à distance. Ensuite, il a fallu en mettre une parce qu'il y avait des gens qui s'approchaient trop et qui mettaient les pieds vraisemblablement dans l'œuvre. Il faut savoir que nous sommes à l'emplacement d'Ancien Marais. Donc en fait, dans la disposition de cette œuvre, Kapoor a dû empêcher la montée de la nappe phréatique. Donc en fait, il domestique la nature. Là, ça n'est pas un commentaire ou une réaction par rapport à l'œuvre de Lenôtre, c'est presque aller dans le sens de Lenôtre en créant ce qu'il appelle, lui, un trou, c'est-à-dire un espace potentiel. En fait, il répond aux fontaines et aux eaux jaillissantes du travail de Lenôtre en créant ce trou, tout simplement. C'est vraiment prendre le contre-pied. Enfin, voilà la seule œuvre qu'il ait créée pour le château de Versailles, qui était présentée dans le Bosquet de l'Étoile, bosquet qui est totalement vide maintenant, hein. C'est quasiment simplement un salon de verdure, très ouvert, mais il n'était pas ainsi à l'époque de Louis XIV. Et il a créé cet ensemble, cet objet qui est en métal, en bois et en vinyle, dans cette série de travaux qu'il a produite, qui renvoie à la peau. Et lorsqu'on s'en approchait, en fait, on a des trous, en fait, comme un tuyau qui donne une vue sur la nature à travers l'objet. Mais il était impossible véritablement d'entrer, ou possible, mais pas complètement possible, parce que ce que l'on voyait à l'intérieur, c'est ça. Et en vérité, au départ, il voulait en donner l'accès. Et puis, en fin de compte, on en a fermé l'accès au public hein, parce qu'il devait y avoir trop de risques de dégradation de l'objet et de la structure. Voilà pour ce qui concerne Anish Kapoor. Et nous allons finir avec la plus récente de ces expositions, qui est celle d'Olafur Eliasson, qui est un artiste islandais né à Copenhague. Et son exposition s'est tenue en 2016. Donc, Eliasson est un artiste très engagé qui utilise la lumière, les miroirs et qui veut systématiquement faire participer le spectateur. Donc, c'est le cas dans le salon, c'était le cas dans le salon d'Hercule avec ce Curious Museum. En fait, beaucoup de visiteurs passaient devant et ne voyaient même pas qu'il y avait une œuvre parce qu'il avait simplement à l'extérieur du salon d'Hercule placé un immense miroir et il fallait s'approcher en fait de la fenêtre pour voir que ce qui était réfléchi, c'était soi-même l'intérieur du salon d'Hercule et la façade du château. Donc, c'était très, très particulier parce que ça n'a l'air de rien, mais ça implique totalement le public. L'œuvre n'existe pas sans le public. Voici le dispositif. Dans la Galerie des Glaces, il avait créé cette œuvre qui s'intitule Your Sense of Unity, donc votre sens de l'unité, qui était placée juste devant l'entrée du salon de la Paix parce que c'était le moment où les appartements de la reine étaient fermés pour travaux. Et il s'agit en fait de deux grandes parois en miroir qui forment un angle. Et du coup, le spectateur voit l'espace se refléter comme dans un kaléidoscope. Et il a simplement apposé dessus un demi-cercle lumineux qui se réfléchit ainsi et qui donne l'impression d'être en suspension dans l'environnement. Voici ce que cela donne lorsqu'on est prêt. Ce sont simplement deux miroirs hein, et un demi-cercle lumineux et ça donne cette impression-là. Et voici à quoi cela ressemble lorsque le public s'y projette. Donc vraiment, il y a chez Eliasson la volonté de rendre le public acteur et de les sortir de leurs conditions de consommateurs du château de Versailles. Je vous précise par ailleurs que contrairement à Kunz et à Kapoor, les œuvres d'Eliasson ont toutes été créées pour le château. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas déjà utilisé ces dispositifs-là, mais il les a arrangés parce que pour lui, tout fonctionne avec son environnement, véritablement. Et il ne peut pas créer cette œuvre sans l'environnement, parce que sinon, elle ne va pas donner les effets qu'il espère, effets qui d'ailleurs sont contrôlables dans une certaine mesure, puisque c'est le spectateur qui va tout simplement créer l'œuvre en étant partie intégrante. Dans le salon de l'œil de bœuf, il avait créé ce Deep Mirror. Donc, c'était en fait un gigantesque miroir circulaire placé dans un miroir
n'y a pas de miroir comme ça dans le salon de l'œil de bœuf, pas à cet endroit-là en tous les cas. Et donc, le spectateur était invité à se placer juste en face de ce cercle lumineux et de voir qu'à l'intérieur du cercle, il y avait un autre cercle au bout d'un tunnel lumineux qui, tout simplement, était, comment dire, sombre. Donc, en fait, votre œil était attiré par la lumière, la persistance rétinienne de la lumière transformait ensuite votre regard. Madame Sevasco, si vous avez une question, n'hésitez pas, allez-y, ouvrez votre micro, je vous écoute. Oui, mais je n'arrive pas à revoir l'image. Ah, zut. Alors là, malheureusement, je ne peux rien faire Oui. actuellement, je suis désolée. Bon, Désolée, pas grave, excusez-moi. pas grave. Donc, vous avez ici ce miroir, je vais vous le montrer sous un autre angle. Voilà. Vous voyez, donc vous aviez en fait l'idée d'un miroir lumineux, vous aviez comme un tunnel sombre et enfin un miroir plus loin et tout au bout une lumière. Donc il s'agit de mettre en abîme finalement là presque le spectateur lui-même plus que le décor. Et nous sortons maintenant, puisque Eliasson avait créé un triptyque assez impressionnant dans les jardins, avec d'abord au tout début de ce grand canal cette immense cascade. Donc, quand on la voyait de loin, on avait vraiment cet effet très impressionnant qui en plus est très volatile parce que s'il y a du vent, évidemment, l'eau va se déplacer et va laisser apparaître la structure. Alors, d'où est venue son idée ? C'est parce qu'il y a des projets de Le Nôtre qui n'ont jamais été réalisés, de mettre en place une très grande fontaine ou sur le Grand Canal. Et donc, lui s'est dit, moi, je vais le réaliser, mais je vais le rendre visible. Et voilà la structure. Vous avez un système de pompe qui permettait tout simplement de faire monter l'eau et de la faire rejaillir en cascade. C'est quelque chose qu'il a déjà fait à plusieurs reprises. Il avait fait ça notamment sous un des ponts de New York. Mais ce n'est pas anodin comme structure, puisque à chaque fois la structure est différente, puisque la structure ici renvoie au système de pompe de la machine de Marly qui avait été mise en place au XVIIe siècle pour amener plus d'eau au château de Versailles. Or, la machine de Marly n'a jamais bien fonctionné et elle était beaucoup plus coûteuse en énergie qu'elle n'apportait d'eau. Mais il intègre donc sa waterfall, sa cascade, dans le milieu et il réfléchit toujours à cette eau sous différents états. Donc là, on voit l'eau liquide. Dans le bosquet de l'Étoile, on voit l'eau sous forme de vapeur avec cette fog assembly qui était très impressionnante puisque on voit le dispositif, donc c'est jamais masqué en fait chez Eliasson le dispositif qu'il utilise. On voit le dispositif utilisé, mais quand on entre dans l'œuvre, eh bien on est perturbé. En fait, tous les sens sont perturbés parce que réellement la densité de la vapeur, de ce brouillard, était variable et on perdait en fait ses repères. On pouvait être juste à côté de quelqu'un et ne plus le voir. Vous voyez d'ailleurs la personne à gauche qui entre dans le nuage de brouillard, on ne la voit quasiment plus. Donc il y avait vraiment cette idée de se perdre un peu, de ne plus avoir un rapport à son environnement tel qu'il devrait l'être. Enfin, je vous précise que le Bosquet de l'Étoile, si c'est un grand théâtre de verdure actuellement, c'était en fait un lieu où il y avait énormément de jeux d'eau et l'accès à ces jeux d'eau se faisait par des allées adjacentes. Donc, il s'agit aussi de se perdre comme on se perdait dans les différentes allées pour arriver vers les jeux d'eau. Donc, il y a aussi un rapport à l'histoire du château de Versailles. Enfin, la dernière œuvre dont je vous parlerai ce matin, dernière œuvre d'Eliasson, nous sommes dans le bosquet de la Colonnade et cette œuvre s'intitule Glacial Rock Flower Garden et tout cela joue sur votre perspective. C'est-à-dire que à la distance utilisée pour prendre cette photo ici, vous voyez que le sol paraît être mouillé. On dirait de l'eau, tout simplement. Lorsque vous vous avancez, vous voyez qu'on dirait une terre très sèche. Et enfin, voilà ce que c'est. En réalité, c'est de la moraine. En fait, il a
amené ces débris rocheux qui proviennent des glaciers, de la fonte des glaciers du Groenland, et il les a installés ici dans ce bosquet de la Colonnade qui a été conçu par Jules Hardouin-Mansart, au milieu duquel se trouve cette statue qui représente l'enlèvement de Proserpine. Or, l'idée d'amener les moraines ici, c'est d'abord jouer sur les aspects en fonction de la température et en fonction de la luminosité, puisque la moraine va paraître plus ou moins liquide, plus ou moins mouvante et plus ou moins sèche en fonction de cette température. Les moraines sont un moyen pour Eliasson d'attirer sur la fonte des glaciers, le réchauffement climatique, parce qu'il part du principe que si on vous l'emmène sous les yeux, ça vous parlera plus que si on vous le montre simplement à la télé. Ça, c'est un premier point. Et puis, il précise que cette œuvre, pour lui, évoque la disparition, mais aussi ce qui peut renaître, parce qu'il estime que par une prise de conscience, on pourra empêcher cette fonte des glaciers, ou en tout cas cette surfonte des glaciers, et que son œuvre amène les gens à s'interroger et peut-être à revoir leur manière de fonctionner pour éviter cette fonte des glaciers. Or, le lieu qu'il a choisi pour le représenter n'est pas anodin, car l'enlèvement de Proserpine représente le cycle des saisons, puisque dans la mythologie, Proserpine a été enlevée par... je cherche son nom en latin, excusez-moi. C'est Hadès en grec, je vais l'appeler comme ça, du coup je vais l'appeler Perséphone et Hadès. Hadès enlève Perséphone et c'est Pluton, du coup, en romain. Donc Pluton enlève Proserpine et Proserpine doit venir dans le monde des enfers avec son mari et sa mère, que vous voyez là entre ses jambes tombées par terre, qui est tout simplement Cérès, la déesse des moissons, la déesse de l'abondance, pendant 6 mois cesse de rendre la terre fertile et finalement Jupiter intercède en faveur de Cérès parce que 6 mois sans nourriture ça n'est plus possible et donc la décision est prise que Proserpine va passer 6 mois de l'année avec son mari en enfer, ce seront les mois froids, l'automne et l'hiver, et elle passera 6 autres mois de l'année avec sa mère sur la terre, ce seront les mois chauds, le printemps et l'été. Donc en fait, il utilise cette œuvre qui représente la saisonnalité pour interpeller sur les changements climatiques et sur la possibilité de renaître finalement, tout comme le fait Proserpine qui renaît tous les 6 mois, comme la nature renaît tous les 6 mois. Donc ce triptyque vraiment des jardins était tout à fait saisissant et c'est vraiment un marqueur et une très bonne synthèse de l'œuvre d'Eliasson. Je reviens et je finis, pardon, je crois que j'étais un petit peu longue, excusez-moi, en vous précisant que la prochaine visite confinée, ce sera vendredi à 11h toujours, quelques œuvres du musée du Prado. Et puis samedi à 17h, je vous propose une visite sur Léonard. Alors c'est une conférence qui reprend évidemment quelques-unes des œuvres qui étaient présentées à l'exposition au Louvre, mais qui en présente d'autres aussi, qui est plus sur la totalité de la vie et de l'œuvre de Léonard que sur le propos strict du commissaire de l'exposition.